Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux personnes connectées en ligne. Merci d'être présents pour cette dernière conférence du cycle du cours commun du CHELS sur ordre et désordre. On a le plaisir de recevoir et d'écouter Agnès Benamou-Smith, qui est maître de conférence en médecine des équidés à Vétagre-Sup, sur le campus vétérinaire de Lyon. Elle va nous parler ce soir de la profession de vétérinaire, et notamment en se posant la question de que permet sa structuration par un ordre professionnel, une réponse pour dépasser les défis qui se profilent. Merci beaucoup et bonne conférence. Je te remercie beaucoup. Bonsoir à tous. Veuillez m'excuser pour que ces quelques minutes de retard. Donc bienvenue finalement dans cette découverte des arcanes de ma profession de vétérinaire. C'est une profession scientifique que j'ai embrassée il y a à peu près 30 ans par passion, un peu comme beaucoup de mes consoeurs et de mes confrères. Et en fait, autant vous dire que la clinicienne et l'enseignante-chercheuse que je suis n'auraient pas nécessairement pensé que je m'intéresserais au bout d'un certain temps à la structuration de cette profession, puisque c'est un aspect qu'on pourrait penser un peu rébarbatif, surtout quand on est clinicien. Et en fait, c'est une profession très intéressante parce qu'elle s'est constituée, comme vous le voyez sur la diapo, il y a plus de 250 ans, ici, à Lyon, à la création de la première école vétérinaire au monde, par Claude Bourgelat, écuyer du roi Louis XV, qui lui a donné pour mission de gérer des problèmes d'épidémie et de peste bovine dans le cheptel bovin qui affectait tellement et causait tellement de mortalité. Ça nous rappelle quelque chose qui arrive actuellement qui s'appelle la dermatose nodulaire bovine. Finalement, on a une grosse crise épidémique. Eh bien, cette peste bovine causait énormément de dégâts dans les troupeaux et donc de la mortalité et donc un gain pour les producteurs, pour les éleveurs, bien affectés et une incapacité à nourrir finalement les populations dans un monde extrêmement rural à ce moment-là. Donc ça me fait très plaisir de parler des origines de cette profession et de la structuration de cette profession qui va quand même permettre peut-être de relever des défis. Et on parle de défis, de méandres, de turbulences, c'est ce qu'on appelle le désordre finalement. Donc, quand je suis sortie diplômée, j'ai trouvé les rouages de cette profession comme étant un petit peu, on va dire, lourde, un peu pontifiante, peu moderne. Mais en fait, c'est vraiment en comprenant l'historique d'une profession, souvent, ces difficultés qu'on voit si elle est agile, comment elle a pu répondre. Et on apprend beaucoup. Donc, moi, j'ai été poussée par ma curiosité et le challenge de mieux comprendre les rouages de cette profession. Et je suis devenue, j'ai présenté ma candidature en 2020 pour être élue du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires Auvergne-Rhône-Alpes et justement me familiariser avec ces problématiques-là. Donc, je vais essayer de vous donner une image de cette profession pour répondre aux questionnements qu'on s'est fixés aujourd'hui et peut-être aussi en comparant cette profession avec quelques-unes aujourd'hui. Donc, la profession vétérinaire s'est constituée en ordre. L'ordre, c'est une structure, on va dire, administrative, qui va regrouper des professionnels. Et les professionnels vétérinaires, finalement, avaient souhaité, depuis fort longtemps, avant que cet ordre soit constitué à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, finalement, les professionnels, ça faisait presque 80 ans qu'ils souhaitaient se rassembler, se constituer en ordre pour s'organiser. Et on va voir, au travers du voyage que je vous propose, que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ou du moins que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais que ça peut justement aider à relever des défis. Donc la profession vétérinaire, juste pour la brosser, il y a des termes pour lesquels vous devez vous familiariser. C'est une profession qui est libérale, qui est réglementée et qui est organisée en ordre, comme il existe l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, des architectes, des experts comptables. Qu'est-ce que c'est que ces ordres-là? À quoi ça sert? Globalement, les professions qui sont organisées en ordre sont au service du public. Donc ça, c'est aussi une donnée qui est intéressante parce que on pense souvent à l'ordre, aux ordres, aux conseils ordinaux, aux structurations ordinales comme étant des structures très corporatistes. Donc corporatiste, ça veut dire essentiellement qui pensent à l'intérêt de ses membres. D'accord ? Or, en fait, ces professions qui sont organisées en ordre, elles ont reçu une injonction de l'État
non pas pour être corporatiste, mais pour bien s'occuper, être au service du public. Donc ça, c'est vraiment une notion dont vous devez comprendre l'importance, parce que ça stimule toutes les problématiques que ces professions vont se poser, et ça veut dire en cela qu'elles vont essayer, ces professions, de répondre à des problématiques sociétales actuelles. Et c'est comme ça qu'une profession ordinale évolue. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une profession libérale? Une profession libérale, c'est une profession qui est exercée par des libéraux, donc plus de libéraux que de salariés, globalement. Mais ces libéraux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est des professionnels qui ont une certaine compétence et qui délivrent des services, on va dire, plus intellectuels, des services qui s'opposent à ce qui est artisanat, on va dire, ou commercial, d'accord? Donc, contrairement à un artisan qui délivre des services, il va créer des objets, on va dire, beaucoup plus pragmatiques. Là, les avocats, les vétérinaires, c'est des services plus d'ordre intellectuel, qui sont sous sa propre responsabilité et qui dépendent de ses compétences et de ses qualifications. Et donc tout ça, c'est des termes que je jonche pour l'instant dans la conversation pour vous dire à quel point c'est important pour une profession qui est réglementée. Ces professions réglementées, elles sont pas commerciales, elles sont avant tout commerciales. Qu'est-ce que c'est une profession commerciale? C'est une profession dont l'objectif est vraiment de vendre des produits. D'accord, avant tout. Or, que ça soit les avocats, les notaires, eh ben, c'est pas l'objectif numéro un. Certes, on en arrive à vendre des services, mais c'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est donner un service intellectuel. La rémunération, ça vient après, comme une juste rétribution, mais c'est pas l'objectif numéro un. Donc, ces entreprises qui ont une activité libérale, elles sont classées globalement en deux catégories. Celles qui sont réglementées et celles qui ne sont pas réglementées. Exemple, celles qui ne seraient pas réglementées, c'est par exemple, on peut très bien avoir une profession libérale comme journaliste ou comme coach sportif, mais pour autant, c'est pas réglementé. D'accord? Et donc la réglementation, en fait, elle va cadrer. On parlait d'ordre, la structuration de cette réglementation, elle va donner des obligations, des devoirs que le professionnel dont la profession est réglementée va devoir exercer et répondre à ces injonctions. Donc, en cas d'exercice d'une profession réglementée, eh bien, il y a des règles. Il y a des règles et une déontologie, on va parler de ce terme-là, qui sont propres au métier exercé et qui devront être respectées par le professionnel. Le but de l'ordre, c'est globalement de circonscrire un métier, de lui donner une relative simplicité dans les contours, de façon à ce que cette institution-là, elle soit comme un peu une évidence pour le public. On a dit que c'est des institutions qui délivrent un service au public. Mais on va voir en quoi aussi ces structurations-là donnent une série d'opportunités à ces professions, puisque le but, c'est bien de relever des défis, d'essayer de répondre à des turbulences, etc. Donc, quels sont les contours de la profession vétérinaire? Globalement, par rapport à d'autres professions, quand on parle à quelqu'un dans la rue, on va voir que les gens ont vite une idée assez claire, semble-t-il, de ce qu'un vétérinaire fait. Veterinarius, ça vient du terme, un terme ancien, latin, qui veut dire bête de somme. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Bête de somme, ça veut dire quoi? Animal de production, finalement. Donc, en effet, le vétérinaire, on s'imagine qu'il soigne des animaux. Et le vétérinarius, ça fait référence au fait qu'il soigne aussi à la base des animaux de production. Mais comme le montre un petit peu cette fiche en orange que vous voyez sur la diapo, il y a effectivement quand même 3 grands domaines d'activité du vétérinaire qu'on ne doit pas oublier. C'est pas seulement celui qui soigne les animaux et qui est chargé de sa protection et de son bien-être, ça c'est un très gros chapitre, mais c'est aussi celui qui gère tout ce qui est sécurité sanitaire, hygiène, santé publique, ça c'est super important parce que ça prend, on le voit bien avec les crises épidémiques actuelles, ça prend un grand pan de la profession vétérinaire, surtout dans les milieux ruraux, d'accord, où on essaye d'éviter justement les grandes crises sanitaires. Et puis enfin, c'est quand même celui qui s'occupe aussi d'environnement et de faune sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'équilibre de ces deux données. Pas de faune sauvage sans environnement, pas d'environnement maintenu
correctement sans faune et faune sauvage. Donc le vétérinaire, il est aussi à l'interface et peut-être, souvenez-vous, on en avait déjà parlé précédemment dans des conférences antérieures, on parle de One Health, hein, donc c'est ce fameux santé globale pour tous. Donc, quand on pense à un vétérinaire, on pense souvent à ces grands domaines d'activité. Mais ce qu'il faut aussi pour qu'il y ait un ordre qui soit constitué parmi les vétérinaires, une structuration, c'est qu'il faut un diplôme. Et ce qui est assez facile pour les vétérinaires, c'est qu'il y a un seul diplôme. Donc ça facilite finalement la compréhension de qui, quoi, les vétérinaires représentent, qu'est-ce qu'ils font, comment on les définit, comment on les circonscrit. Ça donne un socle commun. Et ça, c'est indispensable finalement pour avoir une structuration ordinale. Par ailleurs, il est évident que vous savez bien que les vétérinaires se sont quand même spécialisés. Donc, un vétérinaire, il n'est pas toujours généraliste. C'est comme un médecin, il a des spécialités. Mais pour autant, il a quand même un diplôme, un socle commun, ce qui permet, tout ça, de finalement décrire un périmètre relativement clair pour son action. Revenons à l'historique, parce qu'en fait, c'est grâce à l'historique qu'on va comprendre comment il s'est structuré, cet ordre et cette profession, comment elle s'est structurée. On a cheminé d'une profession qui s'est progressivement fait reconnaître par les utilisateurs et par l'État surtout, à une profession réglementée. Et ce n'est pas forcément un cheminement facile. Comme je vous le disais tout à l'heure, en 1761, il y a eu la première école vétérinaire au monde. Elle était suivie par d'autres écoles en France, à Paris, puis en Europe. Mais elle était destinée, c'était une injonction du roi Louis XV, à essayer de sauver les cheptels pour permettre, c'était pas une fin en soi de sauver le cheptel, c'était pour permettre aux productions agricoles d'être maintenues et finalement d'alimenter, de nourrir les populations humaines, d'accord, en évitant la peste bovine. Donc vous voyez à droite en bas des animaux souffrant de peste bovine et puis les pauvres agriculteurs qui n'avaient plus de production à proposer au public. En 1825, donc près de 60 ans après, finalement cette formation, elle a été encore mieux encadrée car comme vous le voyez en haut à droite, au début, le diplôme était donné à des maréchals ferrants vétérinaires. Donc c'était vraiment une population professionnelle un peu hétéroclite quand même, d'accord ? Ça formait largement sur des compétences pas forcément très spécifiques. En 1825, les gens qui étaient formés ont fait valoir qu'il fallait quand même professionnaliser la profession. Et de maréchal vétérinaire, on est passé à vétérinaire. Donc quelque chose de plus spécifique, plus circonscrit, mieux identifié, et menant à des compétences normalement meilleures. Et finalement, au fil du 19e siècle, ce grand siècle des sciences expérimentales, 19e siècle, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, on va voir que les sciences expérimentales, ça a vraiment joué un rôle pour faire monter en puissance les compétences des vétérinaires et leur permettre justement d'avoir des compétences plus valides, plus fiables, plus reconnues. Ça a mené au début du XXe siècle à des injonctions aussi de la part de l'État de dire, voilà, nous on veut, profession vétérinaire très bien, on veut que vous gériez des crises épidémiques, on appelle ça des crises d'épizootie, c'est-à-dire des épidémies qui concernent les animaux, on veut que vous gériez des crises de façon efficace. Et la profession s'est vraiment montrée digne de cette gestion-là, puisque plusieurs crises ont été gérées avec efficacité, ce qui a fait que l'État a reconnu les compétences des vétérinaires et leur a donné des droits. Et un des droits majeurs, ça a été, à la fin des années 30, en 1938, d'accorder le droit aux écoles vétérinaires de délivrer un diplôme de docteur en médecine vétérinaire, comme ça avait été le cas pour la médecine humaine. Donc, finalement, une montée en compétences, d'accord, par le droit de délivrer un diplôme quand même supérieur, et qui donnait uniquement le droit d'exercer à des gens qui avaient été correctement formés, et donc d'éviter l'exercice illégal, on va en parler un petit peu, l'exercice illégal par des empiriques, des non qualifiés, ça a existé pendant de nombreuses années, même au début du XXe siècle. Et c'était la même chose en médecine humaine, on va en reparler également. Donc je vous parlais du siècle du XIXe siècle, ce siècle où les sciences expérimentales ont vraiment monté en puissance, très important aussi pour la médecine vétérinaire. On reconnaît bien volontiers que les médecins
sont montés en compétences pendant ce siècle-là, mais ils l'ont fait main dans la main avec les vétérinaires qui ont été très importants et qui ont collaboré beaucoup avec les médecins. Je vous donne quelques exemples. Fragonard, qui était de la même famille que l'artiste Fragonard, a été vraiment capital pour le développement de l'anatomie et de la dissection. Et tout ça a été fait souvent sur des animaux, mais aussi avec des médecins pour le bénéfice, avant tout finalement des médecins, mais fait avec des vétérinaires, pratiqué avec des vétérinaires. Donc là, ça a permis finalement aux vétérinaires qui étaient compétents de se faire reconnaître par les médecins qui ont bien évalué que les vétérinaires engagés comme Fragonard avaient des compétences très spécifiques. Autre exemple, Chauveau, que vous voyez en haut avec un cheval, est en train de cathétériser les veines et le cœur d'un cheval, et il a beaucoup aidé la médecine humaine, et en particulier tout ce qui était physiologie cardio-respiratoire, dans la compréhension des pressions artérielles, veineuses, etc. Et donc a permis finalement une reconnaissance de ces vétérinaires expérimentateurs, scientifiques, par les médecins, qui ont finalement facilité l'éclosion de l'Académie vétérinaire en 1928, on en reparlera également. Donc les médecins, reconnaissant les compétences des vétérinaires, ont favorisé l'éclosion de structures comme l'Académie vétérinaire. Et aussi une reconnaissance par l'État. On va parler aussi de Galtier, que vous voyez en bas à droite, qui finalement est un inconnu par rapport à Louis Pasteur, que vous voyez également, mais qui finalement, peu de gens le savent, mais a devancé Louis Pasteur dans le développement du virus contre la rage. Peu de gens le savent en dehors des vétérinaires, mais il a été instrumental dans la compréhension du rhabdovirus et du développement du vaccin. Voilà, il est évident que les médecins ont reconnu également ses compétences, malgré cette relative impopularité par rapport à Louis Pasteur, mais tout cet développement scientifique ont permis finalement que les vétérinaires impliqués développent une fiabilité dans leur évaluation, soient reconnus par l'État, soient reconnus comme infectiologues très compétents. Et l'État, chemin faisant, s'est dit, voilà, ce sont des gens capables de gérer des épizooties, de gérer à la fois la santé, le sanitaire, les maladies infectieuses, mais également de sélectionner les cheptels, de permettre finalement de maintenir les cheptels. Tout ça, c'était bon pour constituer un socle de compétences d'une profession exerçant des politiques sanitaires et permettant aussi une politique agricole stable. Donc le vétérinaire s'est fait finalement une bonne réputation durant ce siècle-là où les médecins humains cheminaient avec eux. Et pour vous faire un parallèle, chez les médecins, finalement, l'éclosion de cette profession et de la structuration de cette profession s'est fait un peu avant, mais pas tellement plus, puisque en 1820, il y a eu une constitution de l'Académie de médecine. Une académie, ça sert à quoi? Ça sert à monter le niveau, à mettre en place des bonnes pratiques, à certifier que ça, c'est des bonnes pratiques versus des mauvaises pratiques. Eh bien, l'Académie de médecine humaine incluait au début des vétérinaires, puisqu'il n'y avait pas d'Académie de médecine vétérinaire. Elle a été créée plus tard, en 1928. Les Pasteur, qui étaient microbiologistes, a aidé beaucoup les chirurgiens humains à monter en compétence sur la stérilisation. Mais il l'a fait avec des gens comme Galtier, Velpeau aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler des bandes Velpeau, qui sont des bandes pour entourer les membres, maintenir des plaies, etc., bien protégées quand il y a eu des chirurgies. Eh bien, Velpeau a permis aussi aux médecins de monter en puissance sur la qualité de l'anesthésie, de la stérilité, etc. Donc, main dans la main, médecins et vétérinaires ont travaillé pour augmenter les compétences. Les avancées scientifiques dont je vous ai parlé et bien d'autres ont permis également chez les médecins
de constituer un corps de personnes compétentes et donc d'exclure finalement. Le but de tout ça, c'était de se dire, on va exclure les charlatans, les non compétents et les gens qui ne rentrent pas dans les clous, le cadre de bonnes pratiques. Eh bien, on va mener des actions disciplinaires à l'encontre de ces gens qui ne répondent pas aux injonctions de bonne qualification. En dehors de ces aspects purement, on va dire, techniques, l'Ordre des médecins s'est constitué en 1940 autour d'un objectif qui était en particulier, comme le dit la phrase qui est notée, « Seule une profession obligatoirement organisée peut être la fidèle gardienne de la moralité professionnelle ». Donc là, en dehors des compétences techniques, on inclut dans la structuration d'une profession les notions d'éthique, c'est-à-dire finalement des notions quand même de respect à la fois du patient, de ses prérogatives, de bonne conduite, pour des raisons plus morales qu'autre chose, et de déontologie. Donc déontologie, ça veut dire la science de ce qu'il convient de faire, de ce qui est correct, de ce qu'il faut, comment il faut pratiquer. Donc l'Ordre des médecins, c'est comme ça qu'il s'est constitué un petit peu avant l'Ordre des vétérinaires, qui lui s'est constitué en 1947, mais on peut dire que c'est exactement sur les mêmes bases. Donc au début, on développe un diplôme, on monte en compétences techniques, scientifiques, on s'organise, on essaye de finalement montrer quelles sont les bonnes pratiques, et ensuite on essaye par l'éthique et la déontologie de maintenir un cadre de respect du patient, de respect du client, etc. Donc finalement, le développement d'un ordre vétérinaire, ça s'est fait sous la délégation de missions par l'État. L'État, comme pour les médecins, a dit, voilà, nous, maintenant que vous êtes crédibles, vous êtes fiables, on vous missionne pour différentes missions qui ont trait à vos compétences et qu'on va détailler. Et donc l'Ordre des vétérinaires s'est constitué après la Deuxième Guerre mondiale, en 1947. En se constituant, il s'engageait, la profession vétérinaire s'engageait à s'autocontrôler, à s'autonomiser, à s'autogérer. Donc vous voyez qu'un ordre, ça veut dire non seulement avoir des compétences, mais ça veut aussi dire être capable de faire preuve d'autonomie et d'autogestion, en garantissant les qualités de son service. La première chose que l'Ordre des vétérinaires a fait, c'est de développer un code de déontologie. Il y avait déjà un mini-code de déontologie qui existait depuis 1876, donc ça fait assez longtemps, mais vraiment, ça a attendu la création de l'Ordre des vétérinaires. Et les codes de déontologie, ça détaille les missions du vétérinaire, les missions, comme en médecine humaine, c'est la même chose pour l'Ordre des avocats, etc. Le premier, donc, en 1954, et depuis, il y en a eu à peu près tous les 15 ans. Pourquoi tous les 15 ans? Parce qu'un code, il se doit d'être en phase avec les problématiques de la société. D'accord? Il n'est pas hors sol. Il est normalement ancré dans la société, idéalement. Ce code de déontologie garantit une écoute des institutions. Ça aussi, c'est une donnée importante pour un ordre, pour une profession ordinale, c'est se dire, on est fiable, on est écouté. On a notre mot à dire. On va s'autogérer, mais on va influer sur les politiques publiques. D'accord? Certains corps de métier vétérinaires se sont un petit peu exclus, ou du moins se sont développés en dehors du code de déontologie de l'Ordre des vétérinaires, comme par exemple les inspecteurs de santé publique, les vétérinaires sanitaires, qui eux sont vraiment des vétérinaires d'État et qui sont directement sous la coupe du ministère de l'Agriculture. Donc ils n'ont pas vraiment un ordre, ils sont vraiment directement contrôlés par le ministère de l'Agriculture. Donc on voit au travers de cette histoire un peu progressive qu'il y a eu d'abord une sollicitation royale au début, là en 1761, d'avoir une mission, puis il y a eu développement de compétences et ça s'est allé jusqu'à la prise en charge autonome, on va dire sous surveillance de l'État quand même, d'une profession qui décide de s'autogérer. Elle s'autogère pourquoi? Pour anticiper les problèmes, les crises sanitaires et autres, pour s'organiser de façon à agir correctement et pour développer des compétences toujours régulées, de façon à former un socle, on va dire, bien costaud pour cette profession qui se veut proactive. Donc construire un code de déontologie, c'est aussi décliner les missions du vétérinaire. Je vous disais qu'il avait des missions. Il y en a essentiellement 5.
Et ces missions, finalement, elles visent à quoi faire? Elles visent à procurer un service tout à fait de qualité au public, comme on a dit tout à l'heure. Les missions que je vous ai détaillées ici, bon, ça semble un petit peu rébarbatif de lire tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ordre des vétérinaires, qui est client-centré, il va devoir s'organiser autour du fait qu'il faut qu'il développe des lois, des articles de loi, et il va passer pour ce faire par le code rural et de la pêche maritime. Et à chaque fois que des décrets sont passés, c'est entériné par le Conseil d'État. Donc vous imaginez bien que c'est assez lourd quand même. Hein, tout ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Donc cette nouvelle notion que je voulais vous présenter, qui était un ordre, ça doit suivre des règles. C'est long, c'est assez articulé. Ça demande de l'organisation et de la volonté. Ensuite, il y a le côté disciplinaire, on en a parlé tout à l'heure, essayer d'éviter d'avoir des débordements. Donc ça, c'est vraiment des choses assez importantes. Administratif, c'est se dire il faut bien répertorier les vétérinaires qui travaillent, où ils travaillent, etc. Donc ça, c'est une des missions. Mais on a aussi des missions sociales. Et donc ça aussi, c'est une donnée importante d'organiser une profession. C'est aussi lui dire, nous, on a envie d'avoir un rôle social. Et les rôles sociaux des vétérinaires, sans aller trop dans les détails, ça se décline sous forme de entraide au sein de la profession. Donc il y a des choses comme veto-entraide dont vous avez peut-être entendu parler. Être là quand des vétérinaires ont des soucis. Et ça, c'est quand même assez sympathique de se dire qu'on peut compter un peu sur les uns sur les autres. Mais aussi un rôle social vis-à-vis, par exemple, des publics qui sont un peu défavorisés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de vétérinaires pour tous, mais globalement, par rapport, c'est de la médecine solidaire, par rapport à des gens qui auraient du mal à assurer les soins de leurs animaux, essayer d'organiser un schéma qui permet justement de venir, les aider à assurer les soins, assurer les factures, etc. On en reparlera un petit peu plus. Et enfin, une dernière mission qui est la mission de représentation. Une profession, si elle veut exister, il faut aussi qu'elle dise, qu'elle communique, qu'elle dise ce qu'elle fait. Sinon, elle n'est pas crédible vis-à-vis du public. Et donc, ces missions-là, c'est vraiment indispensable. Et comme je vous le disais, pas toujours facile, assez chronophage et énergivore. Ça demande des efforts et ça demande de s'organiser, encore une fois, en conseils. Et donc, il existe en particulier des conseils un conseil national et des conseils régionaux, 12 conseils, puisqu'il y a 12 régions. Et à chaque fois, les membres sont élus. Sont élus pour 6 ans. Donc, il y a une notion aussi de démocratie élective, pour faire organiser des conseils représentatifs. Donc tout ça, c'est des éléments importants de se dire quand on ordonne des choses, on essaye aussi d'avoir une représentation qui soit respectée et respectée des membres. Donc vous voyez que ces méandres de l'organisation nécessitaient une structure pour permettre une professionnalisation de la pratique vétérinaire à travers ces structures. Et une autre donnée qui est importante, c'est que finalement, cette professionnalisation, elle permet à l'utilisateur, au public, d'avoir confiance, et que la confiance s'établisse entre elle et la profession, et en particulier pour le bénéfice de l'animal. Donc, voyons comment cette profession qui est réglementée, elle a, grâce à des expériences de terrain, pu finalement avoir un impact sur des défis, sur des turbulences, sur des zones à problème, sur du désordre, par certains exemples que je voulais détailler avec vous. Une des premières crises qui attendait les vétérinaires, ça existait juste après la constitution de l'ordre des vétérinaires en 1947. Dès 1950, il y a eu une sorte de résurgence d'exercice illégal, donc d'empirique, de personnes non qualifiées, qui continuaient à agir sur le terrain et qui finalement décrédibilisaient, on peut dire, la profession. Donc cet exercice, cette lutte contre l'exercice illégal a été un vrai challenge, un vrai défi, un enjeu crucial pour cette jeune profession. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette profession? Donc, globalement, dans le contexte de 1950,
On avait une pénurie de vétérinaires qualifiés. Les temps étaient un petit peu durs, ça avait été aggravé par la guerre. Et malgré ça, surtout dans les campagnes, parce que la médecine vétérinaire, à l'époque, elle était beaucoup plus en milieu rural que maintenant, où elle est majoritairement urbaine, eh bien, dans les campagnes, il y avait finalement de nombreux praticiens non diplômés et d'empiriques qui continuaient à donner un peu leurs conseils, à opérer. Il y avait des chirurgies qui étaient faites aussi par des gens non compétents techniquement. Et ces pratiques, finalement, même ces pratiques sanitaires, mettaient en danger la santé animale, l'économie agricole et par extension la santé publique et surtout décrédibilisaient un peu la profession. Et certains autres professionnels, finalement, continuaient à revendiquer des droits de pratiquer certains actes vétérinaires. Donc, vous imaginez bien que cette jeune profession, elle avait du mal à être légitime et à se faire reconnaître. Eh bien, par ailleurs, il y avait aussi un ordre qui était assez récent. Le code de déontologie était encore balbutiant. Donc, il a fallu que l'ordre des vétérinaires s'organise pour faire voter des articles de loi au travers du code rural, de la santé publique, CSP, ça veut dire code de la santé publique, code rural, CRPM, faire voter des lois pour permettre d'être aussi strict que possible sur la reconnaissance des compétences et de mettre en place des moyens de sanction et de contrôle de façon à éviter, on va dire, le charlatanisme. Et voilà, il y a eu certes des petites tensions, mais ça s'est fait quand même relativement bien. Ils ont renforcé les contrôles, ils ont sensibilisé les pouvoirs publics aussi en essayant de communiquer, en plaidant pour des lois un petit peu plus strictes. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, qu'on a parlé d'exercice exclusif de la médecine vétérinaire, de même que ça existe aussi en médecine humaine. Donc, finalement, d'avoir un diplôme vétérinaire, ça permet d'exercer cette médecine. Et si quelqu'un n'a pas ce diplôme, eh bien, on appelle ça l'exercice illégal de la médecine ou de la médecine vétérinaire. Donc, ça s'est produit. Certains ont dit, surtout ceux qui s'opposaient, que c'était du protectionnisme, que de faire voter ces lois. Mais finalement, ça a renforcé le code de déontologie et renforcé donc la qualité du soin. Donc, vous voyez que finalement, ce développement de structure, de structuration, ce renforcement du code de déontologie, ça permettait quand même d'améliorer les garanties sanitaires, de soins, de protéger tout ce qui était santé publique et bien sûr le consommateur derrière. Donc là, les politiques publiques, elles sont particulièrement aussi sensibles à ces arguments-là. Et de lutter contre les pseudosciences et les charlatans, c'est quand même quelque chose, un défi que la médecine humaine a aussi rencontré un peu avant, mais un défi non négligeable. Donc, le fait de se structurer en ordre, comme vous le voyez, ça permet quand même de répondre à des enjeux, à des défis. Je vais vous donner un exemple un petit peu différent. Si on prend la profession des psychologues, qui est une profession qui est réglementée, mais qui n'a pas d'ordre, d'accord, qui n'a pas de structure ordinale. Que se passe-t-il? Contrairement aux médecins et aux infirmiers, les psychologues n'ont pas d'ordre professionnel en France. C'est pas le cas dans d'autres pays. Donc leur activité, pourtant, elle est réglementée, elle est encadrée par la loi et en particulier par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche depuis 2002, avec un diplôme qui est bien reconnu, une inscription au registre du ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Mais il n'existe pas de structure centralisée pour réguler la profession ou défendre leurs intérêts collectivement. Quelles conséquences ça a? Finalement, ça a plusieurs conséquences. Tout d'abord, c'est plus difficile pour eux de lutter contre l'exercice illégal de la profession. Finalement, vous savez comme moi qu'il y a des coachs, des thérapeutes, entre guillemets, qui ne sont pas forcément formés et qui vont se présenter au public comme psychologues. Alors, théoriquement, ce n'est pas possible, mais un client, un consommateur, il ne va pas forcément être alerté sur ces différences-là. Ça induit une perception peut-être un peu floue aussi des contours du métier. Comme vous le savez, le public, il n'est pas forcément toujours bien informé sur la différence entre un psychologue clinicien, un psychanalyste, etc. Contrairement, par exemple, à un psychiatre, d'accord, un psychiatre qui, lui, est médecin
et qui est dépendant de l'ordre des médecins et qui, pour ce faire, est vraiment reconnu dans ses attributions de spécialiste en médecine dans ce domaine de la santé mentale et qui a toute validité à prescrire des médicaments, etc. Donc les psychologues, finalement, ont un petit peu cette problématique, le fait de ne pas avoir un ordre qui fixe les contours précis de leur action. Et il en résulte le fait que, finalement, ils ont un faible pouvoir de lobbying. On le voit pour défendre, par exemple, tous les enjeux de santé mentale. Certes, les psychologues ont été récemment, en post-Covid, etc., très sollicités pour agir, mais on ne peut pas dire que ce soit un lobby qui a été très fort au niveau du public pour donner des injonctions de faire ci ou de faire ça, ou de telle et telle recommandation. Donc voilà, je voulais vous faire une comparaison entre deux types de professionnels, pourtant qui tous les deux ont des diplômes réglementés et des pratiques réglementées. Quand un ordre, une structuration ordinale n'est pas présente, cela peut affaiblir l'action de ces professionnels de par l'absence de cadre légal fort. On peut dire aussi que ce qui manque peut-être dans le domaine des psychologues, c'est l'absence d'unicité ou d'unité des formations et des pratiques. Et le fait que, n'étant pas constitués en structure ordinale, eh bien, ils ont pas mal d'opposition ou de concurrence des autres professions de santé et de santé mentale qui sont reconnues. D'accord ? Donc, voilà, pour faire la comparaison, idem pour les diététiciens, les naturopathes, les ostéopathes, qui ne sont pas constitués en ordre, ils ont peut-être, moins que les vétérinaires, la possibilité d'influer sur les politiques publiques, sur les actions menées nationalement. Vous voyez que ça les affaiblit peut-être un petit peu plus. Quelles actions est-ce que le vétérinaire a pu mener récemment qui a pu influer sur les défis, les turbulences que la société actuelle a rencontrées? Eh bien, pour reparler des épizooties, donc des épidémies concernant les animaux, le vétérinaire ayant un énorme rôle dans la protection de la santé publique, la gestion, il a, de façon vraiment non négligeable, influé beaucoup sur les politiques publiques, par exemple sur les infections autour de la vache folle, les épidémies de vache folle, l'encéphalopathie spongiforme bovine, sur la grippe aviaire, grâce au retour terrain des vétérinaires dans les élevages. Il a fait des remontées directement à l'État pour amender des injonctions, c'est-à-dire des ordres, des missions que l'État avait données, voilà, abattre tel troupeau, isoler, vacciner. Les vétérinaires, grâce à leur structuration, ont eu une voix au chapitre vraiment importante sur la gestion de ces crises. Le fait de parler d'une voix unique, unifiée, avec des décisions assez fortes et des recommandations pragmatiques qu'un ordre constitué, un ordre professionnel constitué donne énormément de poids aux avis terrain. Pour la crise du Covid, par exemple, que s'est-il passé ? Vous savez comme moi que les médecins représentaient une profession de santé dite prioritaire. Il y avait, durant le Covid, des professions dites prioritaires indispensables. Or, les vétérinaires ne font pas partie de la liste indispensable des professions de santé, mais c'est une profession, comme on l'a dit tout à l'heure, de service, d'accord, au service du consommateur, du client. Donc, elle n'était pas initialement incluse dans les professions qui pouvaient continuer à travailler. Vous vous souvenez, beaucoup de personnes se sont arrêtées de travailler, ont fermé boutique, ont arrêté de délivrer des conseils, d'accord, ou même de commercer. Le vétérinaire, finalement, les vétérinaires, grâce à l'ordre des vétérinaires, a une approche relativement pragmatique en montrant à l'État qu'on était absolument indispensable pour pouvoir gérer les urgences et que les urgences vétérinaires ne devaient pas s'arrêter et qu'en gérant ces urgences de façon tout à fait professionnelle, vous voyez que les vétérinaires impliqués ici portaient des masques, on portait toujours aussi des gants
quand il s'agissait, par exemple, de ne pas transmettre des maladies entre deux animaux, etc. La gestion des urgences est devenue finalement une action indispensable de la profession vétérinaire. Et grâce à ça, elle a été listée dans la liste des professions de services dites dérogataires. Ça voulait dire quoi? C'est que, en montrant que le service pouvait être fait de façon professionnelle, les vétérinaires ont pu continuer à travailler malgré le fait que tout était immobilisé durant la crise du Covid. L'État leur a donné une dérogation d'acte, ce qui n'était pas une mince affaire. Hein. On n'arrive pas à ça très facilement. Et c'est uniquement parce que, justement, l'Ordre des vétérinaires a parlé d'une seule voix, a montré son action et l'efficacité et la fiabilité de son action auprès du public qui avait besoin que leurs animaux continuent à être soignés. Donc voilà un exemple où finalement la profession, dans son organisation, a relevé un défi. Un autre défi qui a été tout à fait positif et qui n'est pas très bien connu du public mais qui est très important, c'est l'utilisation raisonnée des antimicrobiens. Vous savez comme moi que les antibiotiques, on dit toujours les antibiotiques, c'est pas automatique, que ça soit chez les médecins ou les vétérinaires, la prescription est importante et même quelquefois trop importante, ce qui fait que ça génère souvent des situations d'antibiorésistance, ce qui est un énorme problème et qui pourrait devenir extrêmement critique dans certaines situations. On veut que les antibiotiques continuent à être efficaces. Le ministère de la Santé, dans les années 2010, a pratiquement interdit aux vétérinaires, était sur le point d'interdire aux vétérinaires de pouvoir délivrer des antimicrobiens, des antibiotiques. En effet, ils ont considéré que ça représentait un danger pour l'antibiorésistance et que le vétérinaire qui avait toujours prescrit des médicaments et délivré, donc les vétérinaires ont le droit de délivrer à leurs clients des médicaments directement, d'accord, contrairement au médecin qui est généraliste. Le vétérinaire peut le faire parce que cette habitude est née du fait que les vétérinaires sont souvent dans les campagnes, dans des zones où il n'y a pas beaucoup de pharmaciens. Et donc, l'État leur avait toujours donné le droit, d'accord, de délivrer, c'est-à-dire de vendre des médicaments. Et donc, devant ce risque très important qui était brandi au-dessus de la tête des vétérinaires par le ministère de la Santé, la profession vétérinaire, comme vous le voyez à droite, s'est mobilisée. Et c'est bien l'Ordre des vétérinaires, aidé par certains syndicats des vétérinaires, qui s'est mobilisé. Et mobiliser, c'est pas une fin en soi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait valoir l'importance de continuer à délivrer. Au travers de quoi? Au travers de faits, d'engagement scientifique. En effet, les vétérinaires ont dit, nous, on s'engage pendant 5 ans à vous montrer que on réduit l'utilisation des antibiotiques et que on vous donne des chiffres précis, des données précises sur notre utilisation, de façon à ce qu'on soit fiable, qu'on soit crédible et qu'on puisse continuer à délivrer de façon à rester autonome. Vous imaginez bien qu'une vache, si vous allez prescrire des antibiotiques et que on n'arrive pas à obtenir ces antibiotiques avant 2, 3, 4 jours et qu'elle est malade, elle peut mourir ou elle peut tomber malade gravement. Donc les vétérinaires se sont battus au travers de l'Ordre des vétérinaires pour être fiables, pour être crédibles grâce à des engagements professionnels. Et c'est ce qui a été fait au travers d'outils. Donc c'est bien de s'engager, mais il faut démontrer derrière. Et le fait de s'être organisé en Ordre des vétérinaires a permis d'avoir une action concertée. Et cette action concertée, elle a permis non seulement de mettre en place une campagne qu'on a appelée éco-antibio, d'accord, c'est-à-dire que c'était vraiment une injonction à réduire l'utilisation des antibiotiques. Et derrière, grâce à un outil numérique qui s'appelle Calypsovet, a inséré dans le registre numérique l'utilisation des antibiotiques de façon à pouvoir donner des chiffres fiables. Et c'est ce qui s'est passé. Au bout de 5 ans, les vétérinaires ont pu démontrer qu'ils avaient réduit de 45% l'utilisation des antimicrobiens. Et c'est un résultat dont les vétérinaires ont été très fiers puisque on a fait beaucoup mieux
que les médecins en médecine humaine. Donc, vous voyez que la structuration en ordre a permis la défense des intérêts de la profession, mais aussi du public, et la mise en place d'outils obligatoires, mais nécessaires pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et finalement avoir une bonne écoute du gouvernement, du ministère de la Santé, qui, suite à ça, a finalement libéré et permis aux vétérinaires de continuer à délivrer. Donc ça a été une vraie bataille, mais une bataille qui a rencontré un succès franc. Les vétérinaires ont aussi, pour parler d'actualité, des combats autour de la médecine solidaire. Et clairement, la structuration en ordre a permis de se dire, voilà, devant une injonction d'aider le public défavorisé et de répondre à une crise d'appauvrissement, devant des coûts de soins vétérinaires qui peuvent être trop élevés pour certains publics, on souhaite rendre l'accès aux soins à ce public-là de façon non seulement à avoir un impact sur le lien social, les gens aiment, ont besoin souvent de leurs animaux qui contribuent fortement à leur bien-être, à leur santé mentale, mais aussi un objectif de santé publique et de santé animale. Donc vraiment le fait d'aider un public défavorisé à garder ses animaux, ça a beaucoup d'objectifs et de bienfaits différents. Donc sur ce point-là, les vétérinaires organisés par l'ordre ont finalement créé une association qui s'appelle Vétérinaires pour tous et qui est soutenue par l'ordre des vétérinaires, qui a pour initiative de mener des campagnes solidaires de médecine où les vétérinaires vont s'engager à traiter ces animaux pour un moindre coût. Ce lobbying mené par l'ordre des vétérinaires a mené quand même de façon concertée à une action qui a été soutenue et qui a été soutenue par le gouvernement. Vous avez peut-être entendu parler de France Relance. C'était en 2020 une action concertée du gouvernement sur plein de champs différents, dont la santé et la santé animale, pour permettre de sponsoriser, de soutenir des actions solidaires et d'autres types d'actions également. Donc, l'ordre des vétérinaires a convaincu le gouvernement de donner de l'argent pour cette action-là, ce qui fait que c'est un soutien temporaire, mais on va essayer de pérenniser, ce qui fait que le propriétaire qui est défavorisé paye un tiers de la consultation, le vétérinaire donne de sa poche un tiers et le gouvernement paye un tiers. Donc vous voyez que ce type d'action est quand même très intéressant et il n'aurait pas été crédible, pas été soutenu si la profession n'était pas aussi bien structurée et aussi convaincante. Donc bien sûr, ce soutien-là, on espère le pérenniser. Certes, il y a une incertitude sur son financement, mais là, on en arrive à peut-être se dire, est-ce qu'il ne faut pas s'autofinancer? Donc là, ça devient un problème de responsabilité professionnelle. C'est pas toujours évident, mais bon, en tout cas, cette action-là, elle est en cours, elle existe, c'est mieux que rien. Et clairement, si l'ordre n'avait pas été aussi influent, il n'aurait pas réussi à créer autant de synergie. Donc vous voyez le bénéfice finalement d'arriver à démontrer qu'on est crédible, qu'on est fiable, qu'on est organisé, qu'on peut soulever des défis et peut-être répondre à des besoins, cette fois-ci sociétaux. Donc on a donné plusieurs exemples finalement actuels, démontrant que la structuration en ordre, elle est bénéfique, elle peut répondre à des défis quand même très intéressants. C'est pas toujours évident. Vous avez vu que, voilà, même si j'ai mis des smileys, les actions, comme par exemple VPT, elles sont en cours. Ça demande toujours pas mal de travail. Le fait de se structurer n'est pas une garantie en soi d'aboutir à un succès toujours. On va voir qu'il y a d'autres histoires où, malgré la structuration en ordre, il peut y avoir une limite. Et ces limites, elles peuvent être imposées et on peut se demander comment, à ce moment-là, co-construire. Pas tout de s'organiser. Il faut quelquefois trouver d'autres moyens et quelquefois on est bloqué.
et on se repose des questions. Donc je vais vous donner quelques exemples où là, peut-être que l'ambition, l'enjeu était trop importante par rapport à la situation actuelle et que même constitué en ordre, eh bien, on n'a pas forcément réussi à mener à bien le projet. Donc, exemple de la téléconsultation. Vous en avez tous entendu parler, j'imagine, autour du Covid. Vous savez que les médecins ont réussi à développer tout ce qui est télémédecine. C'est énorme. Ça existait depuis fort longtemps, la possibilité réglementaire chez les médecins de pratiquer la télémédecine. Mais on peut dire que ça balbutiait jusqu'au Covid et que ça a pris un essor fantastique à ce moment-là. Et ça a bénéficié quand même à beaucoup de gens, du moment que bien sûr c'était réglementé, il faut respecter certaines règles. Mais clairement, on est tous conscients que ça a amélioré certains services rendus au public. La profession vétérinaire, devant cette mutation, a essayé aussi de prendre le train en marche en pensant que cela pouvait correspondre à des besoins sociétaux qui évoluaient, comme en médecine humaine finalement. Il y a donc eu, depuis 2019, une expérimentation professionnelle, et donc c'est aussi pour vous dire que c'est pas évident. Quand on a un projet, il faut montrer patte blanche et se dire, ok, je vais expérimenter, je suis organisé, mais il faut que je montre que j'arrive à quelque chose. Et en effet, donc le gouvernement, plus particulièrement le ministère de la Santé, a proposé et laissé les vétérinaires faire une expérimentation en temps réel pendant 3 ans. Et au-delà des 3 ans, on devait normalement statuer sur le succès ou pas de cette télémédecine pour pouvoir continuer ou pas. C'était donc sous autorisation de l'État, avec finalement un modèle déjà mis en place par la médecine humaine. Et d'ailleurs, à l'étranger, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ça existe de façon pérenne, la télémédecine vétérinaire, en plus de la télémédecine humaine. Et voilà, pour ce faire, finalement, la profession vétérinaire assez bien coordonnée, organisée, a développé des plateformes de téléconsultation, de télémédecine, de téléservices, pour pouvoir, dans les campagnes, pour les gens isolés, finalement, de faire appel à un vétérinaire assez rapidement. Mais il y avait un cadre très précis. D'accord, l'État a vraiment donné des limites au développement de ce service. Figurez-vous que la loi permettant la télémédecine vétérinaire a été promulguée. Je crois que c'était en 2022, début 2022 ou fin 2021. Mais il n'y a pas eu derrière de décret d'application. Or, vous savez qu'une loi, pour être appliquée, il doit y avoir un décret d'application. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de décret d'application ? C'est pas parce que l'expérimentation a été un insuccès, c'est parce que pour des raisons purement politiques, d'accord, et la loi agricole a subi beaucoup de retard parce qu'il y avait des épidémies, etc., et il y avait d'autres priorités. Ce décret d'application permettant la mise en application de la télémédecine vétérinaire n'a jamais été voté. Et ainsi, simplement pour des raisons réglementaires, il y a eu fermeture économique de tout ce service-là et des plateformes, certaines des startups, qui avaient énormément travaillé avec beaucoup de développement d'algorithmes, de services techniques, etc. Pour des raisons réglementaires, elle a dû fermer. Donc vous voyez que quelquefois, on a beau être organisé, on peut jouer de malchance et on peut tomber à des moments dans la société où les choses ne vont pas évoluer. Alors bien sûr, ça reste un échec professionnel pour la profession, pas forcément un échec technique, mais pour l'instant, on est en stand-by, comme on dit, et on n'a pas réussi à relever le défi. On a un retard de développement sur ce plan-là par rapport à la médecine humaine, malgré une volonté de la profession, une volonté ordinale, alors qu'il y a vraiment eu un effort de structuration. Il y a une absence de soutien législatif, car ce dossier était considéré comme non prioritaire. Donc, malgré une bonne structuration, il faut toujours rester humble par rapport aux enjeux. Quelquefois, les enjeux ou quelquefois la situation ne permet pas de répondre à des défis et de gérer ce qu'on estime être une aventure qui était tout à fait atteignable. Un dossier, un enjeu tout à fait atteignable. Autre dossier, on va dire mitigé, où malgré une structuration, finalement, on n'est pas arrivé encore à
faire évoluer le dossier, c'est le dossier, comme en médecine humaine, de la désertification médicale. Vous savez comme moi qu'il y a ce qu'on appelle les zones blanches, même en médecine humaine, où certains publics n'arrivent pas à se faire soigner, il n'y a plus de médecins. Eh ben, c'est un petit peu la même chose chez les vétérinaires. On a beau être beaucoup sur le terrain, il y a ce qu'on appelle un déficit de maillage territorial. Il y a des zones où les vétérinaires ne sont pas assez présents pour garantir une action rapide. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler d'une vache qui avait mis bas et qui n'avait pas réussi à sortir son veau. Et finalement, les éleveurs n'ont pas réussi à trouver un vétérinaire qui arrive à temps pour que le veau sorte et que la vache se relève. Les deux sont morts. Donc, bien sûr que ça peut tout à fait arriver, même en temps normal. Mais là, c'était vraiment parce qu'il y avait un défaut de maillage territorial et une incapacité à obtenir de l'aide rapidement. Donc ça peut conduire à des situations dramatiques. On n'incrimine personne, mais c'était un fait. Et la pratique rurale, finalement, elle est assez en danger. Il y a des vétérinaires, les vétérinaires en ville sont assez bien représentés, mais dans les campagnes, il y a un réel problème de désertification médicale également, comme en médecine humaine. Donc l'ordre, derrière, il se doit de rappeler à ses ouailles, comme on dit, que il faut... On a promis un service au public. Et ça, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas assez nombreux? On est tiraillé. On a des injonctions d'assurer ce qu'on appelle la permanence et la continuité de soins, données par l'ordre. Très bien, c'est très bien. Mais dans la pratique, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est mission impossible ou pas? Et donc, clairement, c'est un dossier qui est compliqué, car en médecine vétérinaire, il n'y a pas de SAMU. Vous savez que le SAMU, en médecine humaine, essaye quand même d'intervenir dans les cas graves en particulier, un peu partout. Mais ce n'est pas le cas. Le SAMU est soutenu par l'État. Les vétérinaires, c'est, comme vous le savez, une profession libérale. Et donc, ce n'est pas l'État qui va soutenir les vétérinaires. On doit s'autonomiser, s'autogérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est un des dossiers les plus lourds qu'on est en train de discuter. Et on a beau être organisé, là, pour l'instant, ça reste souvent un point d'interrogation. Sachez que les vétérinaires ont souvent des astreintes et des gardes très lourdes, car ils ont signé pour une obligation de permanence et de continuité de soins auprès de leurs clients, donc 24/24. Ça génère dans cette profession un burn-out important. Vous avez peut-être entendu parler de la fatigue, de l'épuisement professionnel des vétérinaires et du burn-out, des risques de suicide aussi. C'est une profession qui est très atteinte par ces problèmes-là, comme les éleveurs. Et force est de constater que la génération Y et la génération Z ne seront peut-être pas d'accord, comme les générations précédentes, d'être sur le pied de guerre 24/24. Donc ça, c'est une problématique qu'on est en plein en train de considérer. C'est une vraie mutation. Et clairement, ça ne suffit pas d'être bien organisé. On a beau essayer de trouver des solutions, pas toujours facile. On a bien sûr des idées, on a sollicité l'aide de l'État pour se dire dans des situations comme ça, il faut peut-être avoir un petit peu d'aide. On a modifié la sélection des vétérinaires, on a même élargi la sélection des vétérinaires pour en avoir un petit peu plus sur le terrain. On essaie de faire en sorte que les diplômés aillent plus en milieu rural. Mais force est de constater que c'est pas facile. L'ordre a beau donner des mesures incitatives, elle se heurte à une démographie qui n'est juste pas favorable. Et on a globalement une relative impuissance pour répondre à ce défi, à cette turbulence. Il y a des idées de regroupement de vétérinaires. Et c'est là que la télémédecine aurait été un outil bien intéressant. Donc ce dossier est loin d'être évident et encore en suspens. On a un autre dossier dont je voulais vous parler qui était le vétérinaire et le bien-être animal. Le vétérinaire a un rôle dans le bien-être animal majeur. On est acteur numéro 1 normalement du bien-être animal. Mais force est de constater quand même que depuis 20 ans, la société civile, les associations de protection animale et les associations lanceurs d'alerte, comme L214, ont fini souvent par doubler le vétérinaire dans la défense de la protection animale, qui est un enjeu pourtant majeur.
qu'on souhaite absolument prendre en main. Le vétérinaire et l'ordre, tous les deux investis dans ce sujet sur le plan professionnel et personnel, géraient finalement au jour le jour, mais on n'avait peut-être pas pris la mesure de l'ambition de ce dossier. On n'avait pas pris à bras le corps. Donc il y a eu, on peut dire depuis, on va approximer ça à 2010, une prise de conscience sociétale très très importante de la souffrance animale. On en parle maintenant partout. Le bien-être animal est une des priorités. C'est pas que la santé animale. Maintenant, on parle de bien-être animal avant tout. Et le vétérinaire est clairement le garant du bien-être. Et malgré un petit retard à l'allumage de la profession vétérinaire pour prendre vraiment à bras le corps ces problématiques larges et compliquées, clairement, il y a eu vraiment une montée en puissance de tous les outils que le vétérinaire met à disposition du public et à sa disposition propre pour répondre aux injonctions, en particulier le nouveau code de déontologie en 2015, le dernier, le prochain, ça sera 2026 ou 2027, par des articles de loi dont j'ai mis les références, a vraiment bougé, et pour rattraper le retard. Clairement, par exemple, le premier article impose aux vétérinaires de respecter l'animal et de veiller à son bien-être et reconnaît une nouvelle, on va dire, existence juridique de l'animal qui n'est plus qu'un bien. Vous savez que jusqu'à récemment, les animaux étaient un peu comparés à des biens meubles, alors que c'est un être doué de sensibilité, et qu'il fallait vraiment qu'on rattrape le retard de qu'est-ce qu'on fait quand un être doué de sensibilité souffre indûment ou est maltraité. Donc là, il y a des nouveaux articles de loi qui ont été votés. Il y a un deuxième article de loi, le R242-48, qui stipule que le vétérinaire doit soulager la souffrance animale et que la sensibilité accrue à la douleur animale impose au vétérinaire une obligation déontologique en matière de gestion de la douleur. Vous voyez, donc vraiment des injonctions importantes par rapport au vétérinaire de prendre conscience qu'il ne faut pas que être sensible, regretter la souffrance, il faut agir. On a une injonction d'agir, on ne peut pas tarder à agir. C'est la mission centrale, une des missions centrales du vétérinaire, que d'être sentinelle du mal-être animal. Et en particulier, le vétérinaire dit vétérinaire sanitaire, donc tous les vétérinaires normalement en pratique sont vétérinaires sanitaires, ont une obligation de déclarer et d'intervenir lors de souffrance animale. Ça peut être une douleur due à une maladie, mais pas seulement. La maltraitance animale, elle peut être passive ou elle peut être active. C'est également se former. Donc, il y a eu clairement des injonctions pour se dire, l'ordre des vétérinaires a dit aux vétérinaires, vous vous formez beaucoup plus sur la douleur. Vous devez montrer que vous êtes formé spécifiquement. Vous levez le secret professionnel. Donc, en cas de maltraitance, l'ordre, dans son dernier code de déontologie, a dit on est obligé de signaler quand il y a une maltraitance. Avant, c'était il est souhaitable. Maintenant, il est obligatoire. Et on en est même arrivé à développer un outil. De nouveau, c'est sur Calypsovet, où il y a une plateforme de signalement. Donc, le vétérinaire qui est confronté à un problème de maltraitance animale, non seulement il peut en parler avec son client, mais il doit le signaler sur une plateforme digitale. Donc vous voyez quand même des outils sérieux qui ont été, ça n'a pas été une injonction de l'État, ça a été une injonction des vétérinaires qui ont pris conscience qu'on était un peu en retard par rapport à certaines évolutions sociétales où il fallait que non seulement on soit concerné par le problème, mais on agisse efficacement. Et donc, cette prise de conscience, je trouve, a quand même été pas trop lente, assez rapide, et a développé des outils très intéressants qui font, je pense, bouger les choses. Autre problématique, où là aussi on est en phase de développement, de questionnement, c'est la financiarisation des actes vétérinaires. Comme pour les hôpitaux humains, le vétérinaire a été une profession très sollicitée par les investisseurs depuis environ 2010, et beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, pour se concentrer et devenir plus des sociétés capitalistiques.
Pourquoi ? Pour pouvoir investir et finalement mener à bien des soins qui peuvent être coûteux. Seulement, c'était une loi européenne de libéralisation de l'activité, des activités médicales et vétérinaires et beaucoup d'autres, qui date de 2006. Et donc, dans d'autres pays, et puis nous, c'est arrivé à peu près en 2010, il y a eu des entrées de capitaux non vétérinaires qui ont vraiment fait évoluer les structures vétérinaires au point où certaines ont été rachetées. Et ça s'est beaucoup passé autour de 2020 pour ce qu'on appelle consolider le secteur. Consolider, ça veut dire financiariser le secteur. J'ai mis un point d'interrogation parce que, bien sûr, ça a causé un choc des cultures. Le vétérinaire, c'est avant tout celui qui vient soigner l'animal et il doit, par son code de déontologie, un service au client qui doit être rémunéré, mais la financiarisation, l'aspect capitalistique est jamais mis en avant. Donc, qu'a fait l'Ordre des vétérinaires ? Eh bien, devant cette évolution, les vétérinaires de l'Ordre des vétérinaires ont fortement réagi en rappelant aux structures vétérinaires, et ça a été un très gros travail depuis 5 ans, qu'ils devaient répondre à des injonctions du code de déontologie et ne pas mettre au premier plan l'aspect financiarisation qui avait tendance à modifier un petit peu le service donné. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, mais sur recommandation de l'Ordre, a menacé de radiation des sociétés vétérinaires d'exercice s'ils ne clarifiaient pas leur statut pour montrer que c'était bien des vétérinaires qui continuaient à être aux manettes et qu'il ne s'agissait pas de capitaux non vétérinaires et d'investisseurs non vétérinaires qui étaient au premier plan. Donc vous voyez que là, il y a une sorte de remise en question de la profession vétérinaire au travers de l'Ordre des vétérinaires pour essayer de continuer à avoir une pratique éthique. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on est malhonnête, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais les vétérinaires se sont un petit peu réveillés en se disant qu'il ne fallait pas tomber dans le panneau. Vous savez que des tas de cliniques humaines finalement se sont beaucoup financiarisées. Et le but de ce réveil, c'est de se dire que le vétérinaire, avant tout, est un soignant, reste aux manettes, et que l'Ordre des vétérinaires est le garant vis-à-vis du public de ce défi. Pourquoi c'est un défi ? Il y a des pays, par exemple comme la Grande-Bretagne, où la financiarisation a été poussée beaucoup plus loin, sans contrôle, et où maintenant on en arrive à des propriétaires qui n'arrivent plus à payer leurs factures vétérinaires, malgré le fait qu'ils sont assurés, ils souscrivent beaucoup à des mutuelles, et nous, en France, on ne souhaite pas arriver à une telle situation. Donc vous voyez que, bon là, j'ouvre un peu les chakras, vous montrant à quel point ça peut aller loin dans la remise en question, mais c'est là qu'un ordre vétérinaire peut contribuer à, finalement, continuer à mettre au premier plan ces considérations déontologiques. Donc il y a une notion d'indépendance, de qualité de service, de pouvoir de décision qui n'est pas forcément du tout en phase avec une politique de rentabilité à 100%. Les groupes sont souvent un gros lobby et une pression financière, et c'est la même chose en médecine humaine, il ne faut pas se leurrer. Même si la médecine vétérinaire n'a pas de sécurité sociale, on n'est pas exactement dans la même circonstance, mais l'ordre, dans ce cas-là, est un véritable rempart à cette évolution. Autre dossier, je continuerai en vous disant que l'ordre finalement répond à des injonctions, mais pour moi, du moins, et pour d'autres vétérinaires également, n'est peut-être pas une fin en soi dans sa structuration. En effet, l'ordre des vétérinaires a parmi ses membres à peu près 20 000 inscrits actuellement, 22 000 exactement en 2025. L'ordre représente essentiellement les praticiens libéraux et les salariés du secteur privé qui sont praticiens, au quotidien et qui exercent dans ce qu'on appelle un domaine de professionnel d'exercice, c'est-à-dire une clinique, un établissement de soins vétérinaires. Et l'ordre des vétérinaires, finalement, n'a pas inclus parmi ses ouailles, parmi ses membres, de fait, beaucoup d'autres vétérinaires qui, sur le territoire, œuvrent aussi à la santé publique, aux soins. Je pense en particulier
à certains chercheurs, à des gens qui travaillent pour des organismes publics, à des gens qui travaillent, par exemple, en agronomie, dans l'environnement. Donc, l'inscription à l'ordre des vétérinaires est obligatoire pour les praticiens, mais pas pour les autres. Ce qui fait que l'ordre n'inclut pas, finalement, c'est une grande famille, c'est une grande profession, mais elle n'inclut pas vraiment toutes les facettes de la profession vétérinaire. Or, vous avez vu tout à l'heure que les facettes sont assez larges. Donc, on pourrait dire que dans ce cadre-là, certains vétérinaires estiment qu'il y a peut-être un risque de corporatisme, car malgré des diplômes identiques et des intérêts communs, tous les vétérinaires, finalement, malgré l'ordre, ne sont pas inclus dans les décisions, dans les réunions, etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas aligné sur certains pays étrangers, comme la Belgique ou la Grande-Bretagne, où l'organisation est différente. Et même aux États-Unis, tous les vétérinaires sont inclus et sont inscrits dans leur ordre, dans leur structuration. Donc voilà, moi je plaide pour finalement un exercice qui est unique et un intérêt partagé, puisque ce sont des professionnels de la santé animale qui ont les mêmes objectifs. Et finalement, de ne pas inclure tout le monde pourrait ressembler à une vision court-termiste, engendrer peut-être des blocages ou des non-compréhensions entre les vétérinaires de différentes structures, qui ne travaillent pas forcément ensemble. Et ça serait peut-être bien d'ouvrir l'ordre des vétérinaires à toutes les professionnels. Donc vous voyez que même une structure qui est assez cohérente n'a pas toujours a des limites en soi dans sa façon peut-être de s'organiser et qu'elle doit être repensée. Peut-être que la structuration de l'ordre doit être repensée et certains plaident d'ailleurs pour cela. Je laisse en suspens car pour moi c'est plutôt une faiblesse, mais ce n'est peut-être pas un avis partagé par tout le monde et donc c'est intéressant de voir qu'au sein d'une même profession, on n'est pas forcément toujours d'accord. Autre dossier, puisque j'ai quelques minutes de plus, l'Ordre des vétérinaires a devant lui un truc très important, un dossier qui s'appelle la délégation d'actes et qui intéresse beaucoup le public, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une pénurie de vétérinaires dans certains milieux, en particulier le milieu rural, et que, clairement, la nature a horreur du vide. La structuration de l'Ordre des vétérinaires n'a pas permis jusqu'à présent d'inclure des non-diplômés vétérinaires, des gens qui seraient para-vétérinaires. Et qui auraient développé des compétences un peu périphériques. Donc, il y a sur le terrain des professionnels partenaires externes à la profession qui coexistent de façon un peu chaotique pour soigner, pour participer aux soins des animaux. Je vous les ai mis un peu à droite, comme les techniciens d'élevage, les inséminateurs, les dentistes, les ostéopathes, également les ASV, on appelle ça des auxiliaires spécialisés vétérinaires. Ce sont des gens qui, pour l'instant, sont assez mal reconnus par l'ordre des vétérinaires, mais dont l'objet professionnel est aussi le soin des animaux. Donc vous voyez que, je n'ai pas la réponse, mais c'est un dossier qu'il faut que l'on gère, et la profession vétérinaire est en train d'essayer de mettre de l'ordre dans ce désordre. Ce désordre a été instauré par l'histoire, vous avez vu tout à l'heure l'exercice illégal, la volonté de pratique exclusive du métier de vétérinaire sur le soin animal. Voilà, une profession est vouée à évoluer, et quelquefois elle évolue. Pourquoi ? Parce qu'elle est obligée. Et donc actuellement, la profession vétérinaire est en train de réfléchir à tout ce qui est délégation d'actes, c'est-à-dire laisser des paravétérinaires agir sur l'animal. Pourquoi ? Parce qu'on constate qu'il y a à la fois une désertification rurale, mais qu'il y a aussi un burn-out des équipes qui est important. Il y a trop de travail. C'est un peu comme en médecine humaine. Et que finalement, de déléguer au sein des cliniques vétérinaires, c'est sans doute une solution. Donc, vous voyez que l'ordre des vétérinaires et la profession vétérinaire, devant une situation qui le dépasse un petit peu, est en train d'évoluer sur des principes au début qui étaient très forts, de nos volontés de partage de l'exercice médical. Donc c'était très difficile. Donc d'où ce retard à l'allumage et peut-être aussi un choc professionnel
Et donc, on est en plein dans un travail réglementaire de réflexion pour un projet de loi qui devait être voté en avril 2024, mais qui a du retard, comme toutes les lois actuellement. Et pour l'instant, on peut dire qu'à cause des retards et de la dissolution de l'Assemblée, il y a un coup d'arrêt pour l'instant sur ce dossier de délégation d'actes vétérinaires. Mais clairement, nous sommes très attelés à y réfléchir. Donc vous voyez que l'histoire, quelquefois, elle oblige les structures, elle oblige l'ordre, elle est plus forte. Le désordre, quelquefois, est plus fort que l'ordre et oblige finalement à évoluer, même malgré soi. Et on pourrait dire quand le protectionnisme se heurte au réalisme du contexte professionnel, eh bien, ça génère un défi, une turbulence vraiment importante qui actuellement est en gestation. Donc voilà, à voir, ça va évoluer. Autre gros souci également, c'est tout ce qui est, on va dire, santé mentale et puis relation avec le client, puisque le vétérinaire actuellement se rend compte, comme les médecins, vous en avez entendu parler, que les réseaux sociaux, les relations entre praticiens et clients peuvent être difficiles, qu'il y a même des violences, des incivilités. La profession vétérinaire actuellement se heurte à des incivilités au point où, malgré son capital sympathie qui est relativement bon à l'origine, ce capital sympathie est fragile. Et actuellement, il y a des vétérinaires qui se retrouvent en situation délicate et des plaintes ont été déposées à l'ordre des vétérinaires, des incivilités ont été déclarées et on a développé une plateforme qui s'appelle Stop Incivilité, ou plateforme des incivilités vétérinaires, pour communiquer sur ce problème. On est finalement presque en avance sur les médecins là-dessus. Déclarer les incivilités, essayer de capitaliser sur l'image positive en faisant passer des messages de bienveillance, de positif, tout en étant un petit peu ferme sur le fait qu'on ne va pas accepter que des soignants se fassent molester ou injurier. Et ça reste, dans le monde où on habite, malgré l'organisation, une vraie turbulence, un vrai souci, une raison d'être déstabilisé, d'être fragile par rapport au public qui est de plus en plus exigeant. Donc, vous voyez, ça, c'est des problématiques qui montrent à quel point on peut passer facilement de l'ordre au désordre avec des turbulences fortes qui agitent la profession. J'en finirai en disant que, globalement, cette profession qui est relativement très bien organisée a pour elle beaucoup d'atouts pour continuer à exister, continuer à évoluer, continuer à être agile vis-à-vis des problèmes, des turbulences. Elle a à sa base une structuration assez forte. Certains vont dire un corporatisme, en particulier, vous savez, cette histoire d'exercice légal ou illégal de la médecine. Voilà, un entre-soi, c'est certes, pour permettre un bon service au public. Mais bon, voilà, certains vont dire corporatisme. Elle a également une bonne stabilité, elle a démontré une bonne résilience. J'ai essayé de vous montrer les différents dossiers qu'on a essayé de relever grâce à tout ça, et des compétences quand même assez fortes dans les domaines qu'on arrive bien à circonscrire. On arrive à voir ce que le vétérinaire quand même fait. Il y a eu des dossiers qu'on arrivait à mener et qui ont été bien reconnus. Et à une déontologie, c'est-à-dire à une façon d'agir qui est correcte. On veut continuer à agir de façon convenable vis-à-vis du public, vis-à-vis de l'État. On a essayé de parler de vétérinaire pour tous, mais également de se heurter à une financiarisation, de réguler tout ça. Donc voilà, ça c'est une structure qui est quand même assez forte. On a également pour nous, on va parler des voiles, on va parler des moteurs, l'agilité, une capacité à réagir à des crises. Vous avez vu la mobilisation des vétérinaires, par exemple, lors de la menace de tout ce qui était suppression de la prescription des antibiotiques. Une flexibilité, la capacité à vite organiser la télémédecine,
la capacité à peut-être vite reprendre le train en marche pour la protection animale, etc. Une ouverture d'esprit quand même, on peut dire quand même se remettre en question sur la délégation d'actes, c'est pas si mal que ça. Hein. Et puis, en haut de la pyramide, on peut dire quand même que derrière, pour avoir une profession qui est forte, qui continue à relever des défis, il y a des qualités qu'il faut essayer de garder, et c'est pas évident. C'est une attitude de compromis, savoir se dire on n'a pas toujours raison, ouais, on évolue, savoir être influencé par les autres, moi j'ai appelé ça la porosité, hein, à la société, aux besoins, évoluer, avoir foi en l'avenir, c'est-à-dire être positif, se dire ouais, on va relever le défi, il n'y a pas de blocage, on va y arriver. Et ne pas avoir de peur ni de repli, c'est absolument obligatoire. Donc vous voyez qu'il y a une structuration, il y a un ordre, mais il y a derrière des qualités à la fois intellectuelles et humaines qui sont indispensables si on veut rester vif, agile. Et voilà, malgré ce joli triangle qui a l'air d'être bien organisé, hein, cette jolie pyramide qui a l'air d'être bien organisée, on a vu sur certains dossiers qu'il peut y avoir une inertie législative qui, sur des dossiers très bien ficelés, causait une perte de données, une perte d'énergie, un arrêt total des projets. Et qu'il y a des défis, vous en avez conscience comme moi, incessants. Et qu'est-ce qu'on connaît comme défis récents ? Eh bien, une pression sociétale, on a parlé tout à l'heure, les réseaux sociaux, les incivilités, la difficulté environnementale, les désertifications médicales, les crises sanitaires qui arrivent sans qu'on puisse toujours les anticiper. Et plus récemment, on en parle beaucoup, nous, l'intelligence artificielle, dans quelle mesure elle va impacter notre profession. Les vétérinaires font beaucoup appel à l'intelligence artificielle, mais on se pose tous, bien sûr, beaucoup de questions. Et tout ce qui est défis technologiques. Donc vous voyez qu'on ne va pas arrêter de continuer à réfléchir pour vraiment continuer à avoir un ordre qui est relativement moderne et ouvert sur des défis. Il faut rester toujours poreux et en proactivité avec la société. Donc voilà mon message. Relever des défis, c'est bien. Se structurer, c'est indispensable. Mais toujours être ouvert d'esprit, quel que soit l'environnement. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup pour toutes ces informations et on passe aux questions. N'hésitez pas si vous en avez, et on en a déjà. Merci. Bonsoir, merci du coup pour votre conférence. J'avoue que je connaissais absolument rien en la matière, donc c'est assez instructif. Et du coup, j'aurais deux questions à vous poser, qui sont sans doute effectivement, enfin, qui sont pas extrêmement spécifiques du coup, mais bon. La première, c'est vous parliez de danger de financiarisation, de danger de bien respecter certaines normes éthiques, et aussi d'arriver à atteindre des objectifs avec des moyens qui sont parfois limités du fait, du statut d'ordre. Est-ce que la solution à ça, c'est pas un service public du monde vétérinaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le ministère de la Santé ou de l'Agriculture, ou les deux, fasse quelque chose comme il y a en médecine humaine pour que ce ne soit pas juste une profession libérale et qu'il y ait un vrai service public? Et deuxièmement, une question qui dépasse sans doute le paradigme des salles vétérinaires, hein, mais les ordres en général, c'est quand même des professions libérales, c'est des professions supérieures, intellectuelles supérieures en général. Voilà, c'est les professions médicales, c'est les avocats, c'est les médecins, c'est des journalistes. C'est pas, y a pas, à mon connaissance, il n'y a pas d'ordre des techniciens audiovisuels, quoi. Est-ce que, du coup, il faudrait pas, pour un petit peu compenser le fait que les syndicats aient beaucoup perdu de leur universalité ces dernières décennies, est-ce qu'on pourrait pas appliquer cette formule d'ordre à un peu toutes les professions pour redonner un petit peu de pouvoir aux travailleurs, aux travailleuses dans les luttes sociales? Très intéressantes ces questions. Alors la première question, c'est des questions de société, des choix politiques, des choix sociétaux. Donc la première question sur est-ce qu'on ne devrait pas faire appel finalement à l'État pour avoir un service public, etc. Donc déjà, ça existe un petit peu parce que quand tu considères les écoles vétérinaires, qui sont
publique. Il y en a une récemment qui s'est ouverte, qui est privée. Ça fournit un service qui est la formation. Et pour une formation qui est évaluée à environ 20 000 € par an de coût effectif à l'État, les étudiants payent à peu près 2 800 €. Donc, tu vois, il y a déjà un fort soutien à la formation. C'est pas négligeable, hein, comme voilà. Bien sûr, dans les écoles qui sont privées, là, ça peut monter à 93 000 € sur un cursus. Donc, ouais, donc là, il y a une vraie inégalité. Là, c'est à la formation. Donc, je plaide pour continuer à ce que les vétérinaires puissent être formés sans que ça impacte trop, enfin, que ça discrimine trop certains par rapport à d'autres. Après, la possibilité de finalement avoir un soutien de l'État. Nous, en tant que vétérinaires, on ne le souhaite pas et de toute façon, c'est très improbable parce que l'État n'aura jamais les sous pour le faire, l'argent pour le faire, ça serait extrêmement coûteux. Et à part les éleveurs qui ont des animaux de production et qui pourraient très bien être, ils sont déjà soutenus par la politique agricole commune, mais qui pourraient être peut-être plus soutenus par l'État, et les vétérinaires qui travaillent dans les déserts médicaux pourraient être, et ça on plaide pour ça, peut-être plus soutenus par l'État de façon à s'insérer dans le monde rural, comme c'est actuellement le cas récemment pour les médecins. Évolution très récente pour les jeunes médecins qui s'installent en milieu rural. Ils vont être soutenus. Ça, cet aspect-là des choses pourrait être fait. Ça serait faisable, à notre sens. Le reste, c'est assez illusoire. Coût astronomique. On va dire que maintenant, la médecine vétérinaire, elle est beaucoup plus une médecine d'animaux de compagnie que d'animaux de sport aussi, mais d'animaux de compagnie que d'animaux de production. Il y a de plus en plus de fermes, d'exploitations agricoles qui ferment. Donc on a vraiment besoin d'avoir une politique publique de soutien du monde agricole, ça c'est sûr, et donc de fait peut-être des vétérinaires ruraux. Mais le reste est assez illusoire, somme astronomique à dépenser, et nous on pense aussi qu'il faut responsabiliser les propriétaires d'animaux de compagnie. Vous avez vu qu'on peut faire une médecine solidaire aussi, dans certains cas, et ça, c'est une façon d'y répondre. Sur le deuxième aspect, alors attends, juste rappelle-moi le deuxième aspect, c'était... Oui, c'est ça. Est-ce que les ordres... Alors, je pense que voilà, il faut pas voir, les gens ont toujours eu tendance à voir les ordres comme étant des professions dites supérieures intellectuelles, etc. C'est un peu historique dans le sens où, oui, clairement, c'est des professions réglementées. Donc, les professions réglementées, le diplôme doit être réglementé. Mais prenons l'exemple des ingénieurs. Les ingénieurs, c'est pas une profession réglementée et pour autant, il n'y a pas d'ordre des ingénieurs. Mais la commission technique du titre des ingénieurs, la CTI, elle reconnaît des diplômes. Donc les diplômes sont pas uniformes, les diplômes sont multiformes pour les ingénieurs et pour autant, leur compétence est très bien reconnue, d'accord, est très valorisée. On est passé de 10 000 ingénieurs à peu près en 1970 à 40 000, donc c'est une très grosse profession, on compte sur elle. La technicité est très importante, mais elle n'est pas regroupée en ordre. D'accord ? Et pourtant, elle est bien reconnue. Donc là, on pourrait aussi se dire comment on pourrait faire ? Est-ce que c'est nécessaire ? Pour l'instant, la CTI n'a pas ressenti le besoin de créer un ordre. Toi, tu mentionnes la nécessité peut-être par rapport à des raisons peut-être sociales, c'est-à-dire de protection du travailleur dans le cas de cet ordre-là. Oui, clairement, les ordres, c'est quand même une volonté individuel, un travail des membres vétérinaires, de ces ordres vétérinaires, pour arriver à un but. Et donc beaucoup de motivation et beaucoup de travail. Et ce travail-là, on ne peut pas faire des injonctions. Il y a eu des gens qui ont eu la volonté, la niaque, la hargne de le faire. Et peut-être tout le monde ne l'a pas. Et moi, je ne crois pas du tout aux injonctions externes. Il faut que les gens se regroupent pour vouloir le faire. Mais tu peux pas juste inciter externellement. Après, l'éducation et la culture qui peut être acquise par des formations peut donner envie à des gens justement de se protéger, l'ordre, ça n'a pas été une injonction de l'État, clairement. Dès 1876, les vétérinaires ont voulu, d'ailleurs sous forme d'un syndicat, s'organiser.
Ça a été comme ça. Et puis après, ils se sont autonomisés. C'est peut-être pas... Voilà. Ça réclame des efforts que peut-être tout le monde n'a pas. Sans jugement de ma part. Mais voilà. D'autres questions, réactions? Moi, je me demandais sur le code de déontologie, c'était l'ordre des vétérinaires qui le valide, c'est ça ou c'est... Oui, tout à fait. Okay. Le code de déontologie, il est travaillé par les membres de l'ordre et derrière, les articles sont soumis au Conseil d'État. Ouais. Et moi, j'avais une question aussi d'un point de vue aussi comparaison avec l'international ou au moins l'Europe. Là, tu as soulevé pas mal de problématiques en interne qu'il y a en France, la désertification, etc. Est-ce que vous observez les mêmes types de problématiques en Europe chez les vétérinaires? Est-ce qu'il y a des ordres vétérinaires aussi dans les autres pays? Ça se constitue en ordre? Oui, dans la grande majorité, pas tous. On va dire dans les pays occidentaux, oui. Okay. En Australie, en Nouvelle-Zélande, oui. Mais c'est pas forcément le cas en Afrique, en Asie, en Thaïlande, oui, c'est le cas aussi. Mais voilà, donc c'est variable. Là où l'État, dans certains pays, a vraiment pris le dessus, je pense que c'est en Inde, par exemple. Les vétérinaires sont assez nombreux en Inde, mais il y a beaucoup de vétérinaires d'État. Et donc, ils sont restés, ils se sont peu autonomisés. Ils ont répondu à des injonctions étatiques sans pour autant, finalement, s'organiser entre eux. Donc, voilà. Dans les pays que j'ai nommés, dans les pays occidentaux que j'ai mentionnés tout à l'heure, en Scandinavie également, il y a, voilà, en Slovaquie, en Pologne, il y a des ordres aussi. Okay. Tous les ordres ne sont pas aussi organisés, on va dire. Là, moi, je trouve que l'ordre français est assez organisé. Il a beaucoup évolué. Entre le moment où je suis sortie de l'école vétérinaire et maintenant, il a formidablement évolué. Sinon, je pense que je n'aurais pas rejoint. Je pense qu'il y a une grande modernité. Ça m'a donné envie, justement, de faire partie un peu de l'aventure. Et en tant qu'enseignant-chercheur dans une école vétérinaire, je ne suis pas obligée d'être inscrite à l'ordre, mais je me suis toujours inscrite à l'ordre, parce que je pense que c'est une façon de faire évoluer la profession et de faire des ponts entre les différents publics. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tout le monde n'est pas obligé d'être inscrit à l'ordre. L'ordre ne représente peut-être pas tous les vétérinaires. Pour moi, c'est très dommage, mais on peut faire des ponts. Et donc, en tant qu'enseignante, moi, je veux faire des ponts entre les étudiants, les vétérinaires praticiens, et de bien connaître, se tolérer, se communiquer, se parler. Ça semble être indispensable pour rester dans le flux, quoi. Il y a des problématiques, tout le monde partage les mêmes problématiques. Donc oui, la financiarisation, c'est une problématique que beaucoup ont, plutôt les pays occidentaux, d'accord, et les États-Unis. Mais ça arrive au Brésil aussi, hein. Ça arrive au Brésil, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de vétérinaires au Brésil. La VPT, c'est quand même beau. Il y a peu de pays qui le font, hein, donc Vétérinaires pour tous et ce genre de médecine solidaire, on est pas mal, hein, en France, franchement. On s'est très bien organisé de façon extrêmement moderne. Au niveau télémédecine, on a suivi. Les Américains, les Anglo-Saxons ont mis ça dans leur cadre légal, alors que nous, on ne l'a pas. On a un cadre légal quand même assez fort, hein. On sait tous qu'en France, on est très réglementé. Voilà, donc on n'y coupe pas. Voilà. Des questions, des commentaires? Sinon, j'en ai encore une au moins. Je me demandais toujours avec la question de l'international, mais plus le fait que tu disais qu'il y avait de moins en moins de personnes aussi pour faire le diplôme, qui s'inscrivent pour faire le diplôme de vétérinaire. Enfin, que c'est une inquiétude aussi vous avez modifié si j'ai bien compris à un moment donné, d'accéder à la formation, etc. Au contraire, on a augmenté le numerus clausus. Vous avez augmenté? Ah, ok. Ah, on a augmenté le numerus clausus, oui, tout à fait. Et alors, sur cette question-là, est-ce que ceux qui sont formés en France restent en France? Est-ce qu'ils partent à l'international exercer la profession?
Comment ça se passe? Alors actuellement, en 2025, 50% des vétérinaires inscrits à l'ordre et exerçant en France ont été formés à l'étranger. Ah oui, ok. Et ça a beaucoup augmenté. Jusqu'à il y a 10 ans, c'était uniquement des gens qui allaient en Belgique se former. Et maintenant, ils vont beaucoup se former un peu à gauche, à droite. Pourquoi? Sans doute parce que se former en France a longtemps été un peu assez élitiste et on était obligé de faire une prépa. Maintenant, ça s'est quand même beaucoup diversifié, d'accord. Il y a le concours post-bac, on peut passer par un DUT, un BTS. Enfin, c'est pas facile, mais donc quand même, il y a beaucoup de gens, la moitié, finalement, qui vont se former en Espagne, au Portugal, en Hongrie, en Roumanie, en plus de la Belgique. L'évolution de la profession en France montre qu'il y avait de la place. Il y a de la place encore pour des vétérinaires qui s'inscrivent. Mais c'est très, très compliqué de faire des courbes d'évolution. On a essayé, projet 2030, de voir combien, si on arrivait entre l'offre et la demande, si l'offre et la demande s'équilibrent. C'est un peu compliqué. Pour l'instant, c'est pas une profession saturée. On a beaucoup de chance. Mais de toute façon, comme vous avez peut-être pu le comprendre, il y a beaucoup d'activités possibles, de domaines d'expertise possibles. Et bien sûr, si le nombre de vétérinaires augmente beaucoup, tout le monde ne sera pas praticien et praticienne. Et il y aura plus de vétérinaires qui feront autre chose, mais toujours autour de la santé animale et de la santé publique et de l'environnement. Clairement. En tout cas, bien sûr, on veille à tout ça et l'ordre des vétérinaires également veille à ça. On sait qu'il y a certaines professions, comme la profession d'avocat, qui a ouvert largement son numerus clausus à un moment donné. Et là, il y a quand même des zones où il y a un surplus d'avocats, clairement. Médecins, on sait qu'on est très en retard. Que le numerus clausus a été récemment ouvert. Donc la profession vétérinaire, on est quand même pas mal, mais on est tellement plus petit que les médecins. Donc c'est facile de gérer 20 000 personnes, beaucoup moins d'en gérer, je ne sais pas combien il y a de médecins en France, mais fois 20, on va dire au moins. Voilà. Donc les défis n'ont pas la même taille. Ouais, non, c'est sûr. Mais sur le plan épidémique, je pense que les vétérinaires sont un maillon très fort. Puis de tout ce qui est épidémie, il faut savoir qu'on a déjà parlé de One Health et des zoonoses. Les zoonoses, c'est-à-dire les maladies partagées entre l'être humain et l'être animal, c'est 60%. D'accord ? Des maladies contagieuses, infectieuses humaines qui sont partagées avec les animaux. Ou du moins dont les familles sont partagées. Donc, je dis pas, certains ont dit à un moment donné qu'ils proviennent des animaux, mais effectivement, on sait très bien que des chats sont morts du coronavirus suite à la transmission de par leur propriétaire. Donc c'est bien le propriétaire qui a contaminé le chat. Donc ça va dans les deux sens. Voilà. Mais oui, on partage beaucoup d'infections. Donc le vétérinaire, on est en premier chef, présent sur le terrain pour essayer de minimiser le risque infectieux qui est, comme vous le comprenez, si vous ouvrez les pages des journaux, vous écoutez la radio et vous regardez les réseaux sociaux, c'est très prégnant actuellement. D'autres réactions, questions? En ligne, on ne peut pas parce que c'est un peu bloqué en ligne, mais bon, ils auront l'enregistrement. Si c'est tout bon, merci encore beaucoup Agnès pour la conférence, merci à tout le monde. Pour juste des points d'information, rappelez aussi que jeudi prochain, pour ceux qui valident le cours commun du Shell, il y aura le quiz en ligne de 8h à 20h jeudi prochain, que ça se dure 1 heure la session du QCM, et que si vous commencez à 19h15 ou 30, il vous restera plus qu'une demi-heure parce que ça se ferme vraiment à 20h. Donc au plus tard, ça sera 19h si vous voulez commencer. Et la dernière information, c'était que pour les projets collectifs de vidéo, c'est le 11 janvier le dépôt final. Et vous pourrez commencer à déposer à partir du 1er janvier. Et je crois que je n'ai rien oublié. C'est tout. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de semaine. Merci.